Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. C'est parti pour le sommaire. Flambée des prix des denrées de première nécessité, les prix s'affolent et affolent les ménages à quelques jours du mois béni du Ramadan, qui est un grand moment de consommation. Cette même tendance haussière est notée à Diourbel pour ce qui concerne l'huile. Plus de détails dans cette édition. Et puis dans le nord du Sénégal, la filière tomate se porte mal. L'arrêt de l'usine de Dagana a provoqué des pertes d'emplois. Les producteurs appellent l'État au secours. Nous parlerons éducation dans ce journal avec la reprise annoncée des cours à la faculté des lettres et des sciences humaines de l'UCAD, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La tutelle et les représentants des étudiants ont pris langue pour un retour effectif dans les amphithéâtres. Vous entendrez Mamadou Diouf. Il est étudiant en Master 2, membre du collectif. Et puis en sport, Sénégal et Swatini, un but partout cet après-midi à Thiès. Ce fut dur pour les Lions du Sénégal qui ont égalisé dans les dernières secondes de ce match, comptant pour la 6e et dernière journée des qualifications à la CAN 2022, prévue au Cameroun. Vous avez là les titres, dans un instant le développement. Nous ouvrons ce journal avec cette hausse des denrées de première nécessité, certaines denrées de première nécessité, et c'est l'inquiétude dans les ménages car on est à quelques jours du mois béni du Ramadan, un mois de grande consommation. Ménagères et associations consomméristes appellent l'État à stopper la flambée des prix. Le reportage est signé Pape Faraning, à la caméra Thierno Laurent Mendy. Depuis quelques jours, le prix de l'huile a connu une hausse considérable. La bouteille de 5 litres est passée de 5 500 à 6 500 francs, une augmentation qui pèse lourd sur le panier des ménagères. metti na torop ñun dañuy bay ci lañuy jaay di jënd ceeb ak diwlin bu ñu ko mëna wàññil tamit moo gën ndax xam nga dund bi bu seeree borom kër yi dañ koy yëg. cher xanaa te metti na daal mais nag xam nga rek mooy loolu. nit ñi moom mu ne moom daa xaw a seer moom wax dëgg moom waaw seer trop dëggantal kay yokku na dëgg. Cela pourrait être les conséquences des manifestations notées à début du mois de mars avec des pillages de certaines grandes surfaces selon ce consumériste. On savait que l'huile allait augmenter. Les corps de contrôle le savaient, l'État le savait. Maintenant, en plus de la destruction de la grande distribution, des grandes surfaces, parce que la grande distribution joue sur l'effet volume. C'est l'effet volume qui permettait d'avoir une petite marge et de gagner sur les volumes. Maintenant que les émeutes sont passées par là, il va falloir que les Sénégalais réfléchissent de plus en plus. Une hausse qui arrive à un mauvais moment, il urge de trouver des paliers pour amoindrir les prix. Waa ak koor gi di ñëw ndogu yi wara neex nga wara lekk ba suur boo waree ba ngoon war ngaa lekk lu neex lu riis te bu ñu ko yokkee day métti suñu côté nañ jàpp rek wàcce ko moo nu jabooti ñun ñëpp. 5 bi rek la ñuy jënd balaa weer bu jeexee ñu jëndaat waaw dina métti waaye sant rek. Le ministère du Commerce peut fixer un arrêté pour que nul n'en ignore et que le corps de contrôle ait une base légale en cas d'infraction pour pouvoir verbaliser. Le deuxième point, regardez au niveau du corps d'un douanier s'il y a une possibilité de baisse. À quelques jours du mois béni du Ramadan, un tour au marché, le constat est que beaucoup de denrées ne cessent de grimper et inquiètent ainsi les consommateurs. Pape Faraning, la même tendance est notée à Diourbel avec le prix de l'huile qui a également connu une hausse dans le marché local. Les consommateurs exigent la baisse du prix de cette denrée qui est devenue rare. Les commerçants mis en cause s'expliquent également dans ce sujet signé Babacar Diouf Nongondiaï. Depuis quelques semaines, le prix de l'huile ne cesse d'augmenter dans la région de Diourbel. Un constat fait au niveau des différents marchés de la localité. La bouteille de 20 litres est vendue à 20 000 francs. D'ailleurs, on ne la voit plus. Nous sommes obligés d'acheter ces bouteilles de 5 litres. C'est vraiment cher. Et pour nous, commerçantes, et pour les consommateurs aussi.
Les usagers déboussolés demandent des explications, non sans craindre pour leur business. 14 500 je pense dem ba 20 et quelques mille. loolu nag moom day impacté liggéey bépp loo daan jëndee litre 900 mu dem ba 1100. La bouteille de 20 litres est passée de 14 000 à 20 000 francs. Vraiment, c'est une hausse brutale. Moi, j'avais l'habitude d'acheter la bouteille de 20 litres. Mais maintenant, avec la conjoncture, je suis obligé d'acheter au détail. Impacté bu baax a baax ndax finalement da nga daan jënd bidon teg mais instant da ngay obligé ak dëkk bi ni mu naqaree di ko détaillé. Les commerçants confirment la hausse. Abdouba, le président de l'UNACOIS Jeunes, tente une explication. ndax tey jii boo gisee tey jii bëri na ay réformes yoo xam ne état da koo def ci port bi ñun waroon nañ cee dem grève en. Vous savez, en décembre dernier, nous devions observer un mouvement de grève à cause de certaines réformes. À cause de certaines réformes et de certaines tracasseries qu'on note au niveau du port autonome de Dakar. Quelqu'un qui part en voyage, qui amène un conteneur, qui devait pouvoir sortir du port en une semaine, on l'oblige à faire des semaines. Et chaque fois, il est obligé de payer. Vous savez que ça, c'est pas normal. C'est ce qui augmente le prix des denrées aussi. La hausse du prix de l'huile est constatée et confirmée dans toute la région, un produit déjà rare dans le marché. Dans le nord du Sénégal, c'est la filière tomate qui va mal avec la fermeture de l'usine de Dagana, une usine qui avait permis à des milliers de personnes de trouver un emploi. Les producteurs de tomates demandent à l'État de relancer l'usine pour le développement de la zone. Ousseynou Diop signe la correspondance. Les producteurs de tomates de la vallée du fleuve Sénégal haussent le ton pour développer la région de Saint-Louis. Ils réclament la réouverture de l'usine de tomates de Dagana, fermée depuis 9 ans. Saint-Louis comptait beaucoup sur la filière tomate. En 2012, on était à 10 000 tonnes. Quelques années après, on est arrivé à 90 000 tonnes. Mais actuellement, la filière rencontre beaucoup de difficultés. La raison est très simple, l'usine de tomates de Dagana est fermée. Et c'est pourquoi il y a tous ces problèmes. Des milliers de personnes travaillent dans la filière, mais depuis 9 ans, elles sont en chômage. 90 000 tonnes de tomates. On a dépassé l'autosuffisance en tomates. À Dagana, les producteurs demandent l'ouverture de la SOCAS, spécialisée dans la transformation locale de tomates. La fermeture de l'usine a augmenté le taux de chômage dans cette localité. Donc, le problème du problème SOCAS. Les jeunes venaient des 15 régions pour travailler pendant des mois dans la vallée. Aujourd'hui, l'État a la lourde responsabilité de faire vivre la filière tomate qui est presque à terre. C'est pourquoi nous demandons aux autorités de faire quelque chose. Le président doit se réveiller. La filière souffre. On était à 90 000 tonnes. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons même pas avoir 30 000 tonnes dans le département. L'usine de tomates est fermée depuis 2012. Depuis lors, les jeunes de cette localité sont en chômage. Les producteurs de la région invitent l'État à prendre la décision pour la réouverture de cette usine. Une bonne nouvelle dans ce journal avec les problèmes d'approvisionnement en eau qui seront un mauvais souvenir pour les habitants de Thiès, Rufisque, Dakar et sa banlieue à partir du 5 mai prochain. C'est une annonce du ministre Serigne Mbaye Thiam. Il était en visite au grand réservoir de KMS 3 à Aloukagne. Reportage Cheikh Anta Diop, Seylatir. Les opérations de nettoyage et de désinfection se poursuivent. Constat fait, l'eau coule dans les canalisations du projet KMS 3 et avec une très forte pression au niveau du réservoir de Thiès. Point des réservoirs de Thiès qui est à 184 km du point de production de Keur Momar Sarr. À partir de cette zone de transit vers Dakar, l'eau est convoyée aux portes de Dakar à la lisière du nouveau pôle urbain de Diamniadio. C'est beaucoup de travail, la pandémie de la Covid. Et malgré ce contexte difficile, les équipes en charge du projet ont travaillé d'arrache-pied pour pouvoir livrer l'usine, produire l'eau et la mettre à la disposition des populations dans des délais pas loin du planning. On peut rendre disponible l'eau au niveau des ménages le 5 mai 2021 et en hypothèse pessimiste, le 20 mai 2021. Serigne Mbaye Thiam a profité de cette visite pour lancer un message à l'endroit des populations. Un message de sensibilisation à l'endroit des populations riveraines de la nouvelle conduite. Les volumes d'eau qui sont rejetés ne constituent pas une fuite sur les installations existantes. Il s'agit de rejets occasionnés par le processus de nettoyage, de désinfection. Nous invitons les populations
à s'abstenir d'utiliser cette eau pour quelque usage que ce soit. Cette eau contient une concentration de chlore assez importante. Les ingénieurs et entreprises en charge du projet suivent un rythme soutenu pour le respect des engagements afin d'améliorer le bien-être des populations. Sans transition, éducation avec les étudiants de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui veulent regagner les amphithéâtres dans les plus brefs délais. Les représentants des étudiants de cette faculté ont organisé un point de presse tout juste après leur entrevue avec la tutelle. Suivront à ce propos les explications de Mamadou Diouf. Il est étudiant en Master 2 et membre du collectif. Ça fait une semaine qu'on a entendu ou bien qu'on a vu sur la toile des informations qui circulent pour une reprise globale ou bien une reprise graduelle. Bien sûr qu'on a entendu le cri de cœur des étudiants, leurs revendications. Donc c'est notre rôle en tant que représentant d'étudiants, en tant que coordinateur de liste aussi, en tant que porteur de voix, de rencontrer le doyen pour diligenter cette question concernant la reprise globale ou la reprise graduelle. Le doyen nous a expliqué, c'est-à-dire ce qui se passe actuellement sur la question de la reprise globale ou de la reprise graduelle. Maintenant qu'il y avait une assemblée de fac qu'on a décidé ensemble qui concerne le recteur, l'amicale de la faculté, c'est-à-dire les délégués et le doyen, on a décidé ensemble de faire une reprise graduelle. Donc c'est l'assemblée de fac qui a décidé et non le doyen. Maintenant, le doyen nous a dit que la reprise graduelle se fera d'ici les plus brefs délais, à condition qu'une assemblée de fac sera tenue pour pouvoir diligenter sur cette situation, parce que la situation n'est pas de son tutelle, ça dépend de l'assemblée. Peut-être les restrictions ont été levées, donc il est normal que les étudiants regagnent le campus universitaire de manière globale. Allons à Kaolack avec l'université El Hadji Ibrahima Niass qui connaît des difficultés financières. C'est du moins la révélation de la section locale du SAES. La gestion du recteur a été pointée du doigt par les syndicalistes qui ont fait face à la presse en début d'après-midi. Le compte-rendu est signé Ibrahima Diamé Faligaï. Depuis son ouverture en 2019, l'université El Hadji Ibrahima Niass tente de décoller tant bien que mal, mais aujourd'hui elle bute sur des difficultés financières énormes. Le budget qui lui est alloué est loin de satisfaire les charges qui pèsent sur l'institution. C'est pourquoi les enseignants sonnent l'alerte. Aujourd'hui, on constate qu'à l'UCN, aucune UFR n'a un budget de plus de 35 millions. Et sur ces 35 millions, les 85%, c'est les DIP, les droits d'inscription des étudiants. Ça veut dire que la subvention que l'État a allouée, nous n'avons que 15% par UFR. Ils indexent directement le ministre de l'Enseignement supérieur qui, selon lui, ne joue pas le jeu. Ces situations vont inéluctablement plomber le fonctionnement des enseignements dans les mois à venir. Par conséquent, la coordination SAES-UCN alerte et demande le versement par le MESRI des sommes dues à l'UCN pour les 15 postes. La gestion de Madame le recteur de l'université, qui est aussi décriée, n'est pas du goût du SAES local. L'arbitrage restant sur le budget pour l'exercice 2021 montre que la pédagogie n'est guère une préoccupation de Madame le recteur. Dans un contexte de rareté des ressources, la priorité doit être accordée à la pédagogie et non à des dépenses de prestige. Pour éviter de voir cette université qui ne dispose pas de locaux qui lui sont propres sombrer dans des perturbations, le SAES local appelle les autorités à prendre leurs responsabilités. Allons à Malem Odar, l'école de Khelkom Koy est située à 90 km du chef-lieu de la commune. Malgré la distance, cette école a eu 100% de réussite à l'entrée en 6e. Pourtant, les difficultés ne manquent pas entre le nomadisme des parents, le défaut d'état civil. Omar Ndiaye et Boubacar Fall Bop nous racontent tout cela dans ce sujet. Créée en 1994, l'école élémentaire de Khelkom Koy, en pleine brousse, se distingue pourtant de ses excellents résultats aux examens. Nous avons eu 100% au CFE et à l'entrée en 6e. Et parmi on avait 2 filles qu'on avait sélectionnées pour faire le concours de l'école Maria Maba. Cependant, plusieurs élèves ne disposent pas d'extrait de naissance, ce qui constitue un inconvénient majeur. Comme vous le voyez ici,
c'est une zone très enclavée. On a des problèmes au niveau des extraits. Ces filles-là étaient recalées à cause de leurs usements. Comme cette année, on a un problème toujours d'extrait parce qu'il y a des élèves qui doivent faire l'examen. À ces difficultés s'ajoute le cas des élèves obligés de suivre leurs parents nomades et abandonner ainsi les études. Pourquoi? Parce qu'il y a la transhumance. Ici, c'est une zone vraiment un peu difficile parce que les parents ont l'habitude de transhumer vers le mois d'octobre, janvier. Et la plupart des élèves même abandonnent pour partir. Parce que ça, c'est une difficulté. Et je pense que l'État, pour vraiment atteindre son objectif, il doit descendre sur le terrain, essayer de voir les réalités. Certains élèves font 7 km à 10 km à pied pour rallier l'école. Parmi eux, Dembaka, je viens du village de Helcom. Je marche 10 km pour aller à l'école. Oui, c'est très difficile. Je lève à 5 heures. Je m'appelle Boyaka, j'habite à Helcom Collier, 7 km. Je lève à 5 non, je ne viens pas je viens à l'heure. Cette situation est selon le directeur la raison de beaucoup d'abandon. Il y a des élèves qui font 10 km pour venir ici. Ça, c'est une difficulté. Avant la fin de l'année même, certains abandonnent. Ce qui fait que, à la fin, si vous aviez un effectif de 60 élèves, à la fin de l'année, vous allez vous retrouver avec 40. Les 20 vont abandonner. L'école de Khelkhom Koy, qui se trouve au fond de la forêt de Khelkhom, a 27 ans cette année et elle est distante de Malem Hodar, chef-lieu de commune de plus de 90 km. Et puis ce droit de réponse dans ce journal, hier lundi 29 mars, dans notre édition de 13h, un conseiller municipal de la mairie des Parcelles Assainies évoquait une délocalisation du centre d'état civil de la commune des Parcelles Assainies au niveau du commissariat de la même localité. L'officier d'état civil a tenu à apporter des précisions pour Moustapha Meng. Depuis 2016, ce service occupe les mêmes locaux. Plus de précisions avec lui-même. J'aimerais apporter quelques éléments de réponse par rapport à ça pour dire que effectivement la mairie a été saccagée le 4 mars 2021. On a déplacé quelques registres pour éviter que ça soit brûlé au niveau du commissariat, mais nous, le service de l'état civil, nous faisons notre travail depuis le 9 mars ici au niveau de la commune. On est là depuis 2016. On fait tous les actes de naissance, tous les actes de mariage, tous les actes de décès. On n'a jamais délocalisé le service d'état civil. Donc, ce que je voudrais dire, l'état civil ne doit pas être politisé. C'est un service, l'état civil est très sensible. Donc, il ne faut pas donner une fausse information à la population parcelloise pour dire que notre commune, le service d'état civil a été délocalisé. Et puis le professeur Didier Raoult, reçu par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, l'infectiologue français né à Dakar, est en visite de travail au Sénégal depuis dimanche. Cette mission s'inscrit dans le cadre des activités de recherche de son institut IHU de Marseille, en collaboration avec l'équipe de l'IRD du docteur Cheikh Sokna et de l'IRSF du professeur Souleymane Boub. Les objectifs de la visite consistent également à renforcer les capacités de l'élite africaine en matière de recherche en santé, mais surtout d'aider au transfert de nouvelles technologies qui aideront davantage à gérer les mutations des virus. La mission se poursuit avec une audience prévue avec le président de la République, ainsi qu'une conférence de presse prévue demain, mercredi, à l'IRSF. Parlons de cette étude de l'ONG Brooke sur les populations d'équidés en Afrique. Le Sénégal est l'un des pays les plus peuplés avec une population estimée à plus d'1 million. Déjà en 2017, l'ONG avait réalisé une étude sur l'apport financier journalier du transport hippomobile, environ 7 000 francs en zone urbaine. Le docteur Matar Seck est chargé des programmes à l'ONG Brooke. Il est interrogé par Cherif Dia. Au Sénégal, on a une population d'équidés qui est très importante. On a à peu près 1 million de chevaux et d'ânes dans ce pays. Donc c'est l'une des populations les plus importantes dans tout le continent africain. Maintenant, au niveau de l'utilisation de ces animaux, donc c'est principalement le transport des personnes, des biens, donc marchandises, matériaux de construction, etc., etc. Mais aussi le transport d'eau dans les zones pastorales principalement. Donc tout le monde a une connaissance plus ou moins empirique de l'importance économique de ces animaux. Mais la différence, c'était qu'en 2017, on a fait une étude pour quantifier donc cet apport économique.
Donc aussi bien en termes de revenus directs, par exemple dans les zones urbaines, les charrettes qui sont utilisées pour le transport de marchandises ou le transport de personnes, donc génèrent des revenus directs tous les jours à leurs propriétaires, donc allant d'une moyenne de 7 000 francs à 3 000 francs selon le type de transport et la zone. Donc ça, c'est des revenus nets. Au niveau des zones agricoles, donc on a une contribution indirecte, mais qu'on est parvenu à quantifier. Par exemple, si vous allez dans le bassin arachidier, s'il n'y avait pas ces équidés pour assurer la traction, donc les rendements agricoles baisseraient de 78% par exemple pour l'arachide, et 46% et 45% pour le maïs et le mil respectivement. Et puis ce communiqué du CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, en vue du Ramadan 2021, le CNRA qui met en garde contre le danger lié à la diffusion de certains prêches. Selon l'organe de régulation, depuis quelques années, le mois béni et sacré du Ramadan, mois de prière, de ferveur religieuse et de recueillement par excellence, est devenu paradoxalement le mois le plus lourd de menaces sur la stabilité nationale et la cohésion sociale. En effet, à l'opposé des grandes figures de l'islam de notre pays qui n'ont cessé de tisser entre elles de solides liens, des prêcheurs versant souvent dans le divisionnisme et la comparaison tiennent des propos de nature à cultiver une compétition malsaine entre les confréries exposées aux attaques, dénigrement et discrédit des communautés religieuses et des personnes qui s'identifient à ces mêmes communautés. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel met fermement en garde et rappelle que des sanctions pourraient être prononcées contre les éditeurs qui violeraient la réglementation, j'ai cité bien évidemment. Et puis des nouvelles de l'homme d'affaires Cheikh Amar avant la page internationale. Des nouvelles de Cheikh Amar donc, un an après son accident. Il se porte bien et l'homme d'affaires s'est rendu à Touba d'ailleurs pour accomplir la ziara et remercier le khalife général des Mourides, Cheikh Mountakha Bachirou Mbacké. Pour rappel, il avait frôlé la mort dans un accident d'auto, mais aujourd'hui, il se reprend et rend grâce à Dieu donc avec ce déplacement dans la capitale du mouridisme, je vous le disais, la page internationale avec l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, qui sera fixé sur son avenir judiciaire dès demain mercredi, et puis une enquête des Nations Unies qui conclut à une frappe aérienne conduite par l'armée française qui a bel et bien tué 19 civils qui prenaient part à un mariage le 3 janvier près de Bounti au Mali. Et pour terminer, l'Italie qui impose une période d'isolement de 5 jours aux voyageurs arrivant d'un État de l'Union européenne. Vous devinez aisément que c'est le coronavirus qui est passé par là. Daniel Diouf pour la synthèse de cette actualité internationale. L'avenir judiciaire de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, sera connu mercredi. Près de 10 ans après l'ouverture du dossier, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale va statuer sur son avenir judiciaire. Elle pourrait confirmer son acquittement et ainsi clore l'affaire ou au contraire ouvrir la voie à un nouveau procès souhaité par l'accusation. Laurent Gbagbo, accusé de crimes contre l'humanité commis en 2010 et 2011 au cours des violences post-électorales en Côte d'Ivoire. Il est le premier chef d'État à être jugé devant ce tribunal. Laurent Gbagbo vit en Belgique. La Cour pénale internationale lui a refusé une demande de liberté sans condition, mais a autorisé à l'ex-président à quitter le territoire si le pays où il souhaite se rendre accepte de le recevoir. On en sait davantage sur la mort des 19 civils réunis en janvier dernier pour un mariage. Une enquête des Nations Unies conclut qu'une frappe aérienne conduite par l'armée française a bel et bien tué ces 19 civils. L'enquête menée par la Division des droits de l'homme de la MINUSMA, appuyée par la police scientifique des Nations Unies, disqualifie la thèse de la seule responsabilité des djihadistes, comme l'a soutenu la France jusqu'ici. Le ministère des Forces armées a réfuté mardi toute bavure au Mali et a émis de nombreuses réserves sur cette enquête. Les événements sont survenus le 3 janvier près de Bounti, au centre du Mali. La MINUSMA recommande aux autorités maliennes et françaises de diligenter une enquête indépendante, crédible et transparente. Elle préconise d'examiner les processus préalables aux frappes
voire de les modifier. Elle commande aux Français et aux Maliens de chercher à établir les responsabilités et d'octroyer le cas échéant une réparation aux victimes et à leurs proches. Les derniers développements au Mozambique après l'attaque djihadiste revendiquée par le groupe État islamique à Palma dans le nord du pays. Le Portugal annonce l'envoi d'une 60aine de militaires. L'équipe va soutenir l'armée mozambicaine dans la formation des forces spéciales. C'est ce qu'a indiqué lundi le ministre portugais des Affaires étrangères lors d'un entretien accordé à la télévision publique portugaise. Les réactions se multiplient. L'ONU condamne fermement les attaques. Les États-Unis se disent déterminés à assister le gouvernement mozambicain sans préciser de quelle manière. Le Mozambique, ancienne colonie du Portugal, est devenu indépendant en 1975. Et puis l'Italie exige un isolement de 5 jours pour chaque voyageur venant d'un État de l'Union européenne pour limiter les départs et arrivées des touristes et freiner la transmission du coronavirus. Une mesure qui existait déjà pour les pays hors Union européenne. La mesure prive les Italiens de déplacement hors de leur commune pendant les vacances de Pâques, y compris pour se rendre dans leur résidence secondaire. Toutefois, ils pourront voyager hors du pays sous certaines conditions. Tous ceux qui entreront sur le territoire italien devront non seulement avoir effectué un test de dépistage du Covid-19 48 heures avant leur arrivée, mais ils devront également réaliser un autre test PCR à la fin de la période d'isolement de 5 jours obligatoire. Le nouveau décret prévoit aussi l'obligation d'un test pour les Italiens avant leur départ vers un pays étranger. Merci Daniel Diouf. Sans transition, la page sportive avec la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2022. Le Sénégal termine par un nul, un partout face à l'Estonie. C'était cet après-midi à Thiès, un résultat qui démontre encore une fois les difficultés dans le jeu des Lions du Sénégal, nous dit Chersa Diboudjara. Un match nul au goût d'une défaite pour les Lions du Sénégal en clôture des éliminatoires de la CAN 2022. À domicile, ils sont tenus en échec par le dernier du groupe I, Eswatini. Une égalisation dans les derniers instants de la rencontre de Cheikh Kouyaté répond à l'ouverture du score à la 4e minute de Gamedze. Seule l'invincibilité maintenue dans ce groupe est à garder. On a vraiment du mal à trouver des automatismes en sélection, à animer le jeu de la sélection sénégalaise. Moi, je dirais même pas que c'est à cause du système, parce que même avant le 3-5-2, quand on jouait en 4-3-3 ou en 4-2-3-1, on a toujours eu du mal à animer le jeu du Sénégal. Nos joueurs ont toujours un certain nombre de déchets techniques qui fait que quand une équipe est regroupée, on a du mal vraiment à faire la différence. Des expérimentations tactiques pas convaincantes. Pour le principe, je ne suis pas contre le changement de système. Je ne suis pas contre... Le Sénégal est loin d'être un fou. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. La réaction tout de suite de Aliou Cissé, c'est le coach des Lions du Sénégal. 2 matchs, 2 points. C'est sûr et certain que pour une équipe comme le Sénégal, on ne peut pas se satisfaire de cela. Concernant le système, comme c'est le débat, comme j'ai eu à le dire, je le répète encore, on était qualifiés. Donc pour un entraîneur, c'est important aussi de changer de système. Mais je loue la détermination de mes joueurs, le fait qu'ils n'ont jamais abdigué, ils n'ont jamais lâché, ils ont continué à travailler pour pouvoir égaliser. Et puis l'un des enseignements de ces qualifications, l'UFOA, qui sera représenté en force à la CAN 2022 prévue au Cameroun. Donc, outre la première qualification historique de la Gambie, la Mauritanie et la Guinée-Bissau signent leur 2e participation consécutive au banquet du football africain. D'autres pays ouest-africains ont également composté leur billet pour le Cameroun, nous dit Iboukan. L'UFOA sera bien représenté au Cameroun en 2021. Premier de son groupe, le Sénégal sera bien au rendez-vous, cette fois-ci avec ses voisins directs à Yaoundé pour la conquête du sacre tant attendu pour les Lions. En écrasant le Congo 3-0 cet après-midi, les Bissau-Guinéens ont confirmé une 2e qualification de suite à une phase finale
de Coupe d'Afrique des Nations. Deuxième du groupe I derrière le Sénégal avec 9 points au compteur, la Guinée-Bissau vient de franchir un nouveau palier dans le football africain. Autre pays qualifié pour la deuxième fois de suite, la Mauritanie. Les Mourabitounes ont également confirmé deuxième de leur groupe avec 9 points au compteur à 2 unités du Maroc, le leader. Et pour la première fois, la Gambie également va disputer une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Les Gambiens ont même terminé à la première place du groupe E, ce qui leur a valu un billet historique pour Cameroun 2021. Autre pays de la zone UFOA également au rendez-vous, le Mali, la Guinée-Conakry. Le Cap-Vert également pourrait composter son billet à l'issue de cette dernière journée. Les Cap-Verdiens, pour rappel, jouent en ce moment même contre le Mozambique et une victoire les qualifierait directement. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir. lu ne fang kenn du ko jeex lu ëpp 20 000 points de vente fépp ci Sénégal lamb sa téléphone faj say soxla lu ma namm bés bouton dundu illimité mooy wax ak ku la neex saa yu la neexee say forfait yépp ci Jazz 150 Jazz toog sama kër fay samay facture ay payoor yu wér te wóor am dëgg mooy bi ngay bokk ak say mbokk ay njëg yu xewale Free Money kalpe bi lay jëriñ dépôt yu la dul dikkee dara retrait yu la dul dikkee dara ak ay transfert si 1% kese Free Money kalpe bi lay jëriñ Free Money si Jazz 150 Jazz Free Money est un service de Mobile Cash SA. Entre passer du temps dans les embouteillages ou passer du temps avec